Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire qu'on appelle Tour d'Europe, qui va faire le tour des faits marquants du championnat, des championnats européens et globalement faire un focus sur les talents guinéens évoluant à l'étranger. Au sommaire d'aujourd'hui, des mouvements majeurs pour les internationaux guinéens, le sacre des Anglaises à l'Euro féminin et une victoire pleine d'enseignements pour le FC Barcelone en amical en tournée en Asie. Avec moi dans ce studio pour en débattre, nous avons un trio qui va conduire les débats avec moi. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons commencer par les présentations et nous allons commencer par l'homme de Koya et l'homme Passy Bangoura. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Jean, bonsoir à tout le monde et bonsoir Kamsar, parce que c'est... Oui, vous avez fait un week-end un peu touristique bon, du côté de Kamsar. Bon, c'était pas touristique, c'était sportif. Ouais. Et bonsoir également à mon vieux père, Ela Diawara. Bonsoir vieux père, bonsoir à tous ceux qui nous suivent du côté de Koya et merci de rester fidèle au programme de Kavi. Et juste à côté de toi, nous avons Julde qui commence à prendre ses marques comme Rashford est en train de le faire du côté du Barça. Bonsoir Julde. Bonsoir, je savais qu'on n'allait pas commencer cette émission sans parler du Barça. Bonsoir à nos chers téléspectateurs. Et bonsoir à tout le monde. Alors, on va finir par l'homme qui est fidèle au poste. Matin et soir, il est toujours là. Et c'est Bobo Mané. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Gang et bonsoir à Hassan qui est un peu souffrant ces derniers temps. Oui, bonsoir en même temps à Major de l'autre côté, parce qu'on va effleurer un sujet qui concerne son défenseur préféré avec le Sili. Alors, sans plus tarder, nous allons nous lancer dans les débats et on va commencer par les deux internationaux guinéens. En l'occurrence, on va commencer spécialement par le capitaine Issa Gassila qui a rejoint il y a quelques jours maintenant la Grèce. Après pratiquement 6 ans passés du côté du championnat de France, il s'engage avec le club de première division de la Grèce, Asteras Aktor. Alors, un premier questionnement qu'on aura. Julde, est-ce que ce n'est pas une dégringolade pour le capitaine du Sili? Il était dans le championnat français quand même, qui est le 4e ou le 5e meilleur championnat d'Europe. Si vous me permettez l'expression, je parlerai à l'image du football guinéen actuellement, avec les joueurs du... Les choix sont contestables globalement. Les choix, faut pas les contester. On voit que nos joueurs malheureusement n'arrivent pas à tirer leur épingle du jeu de l'autre côté, parce que c'est pas la seule personne actuellement qui vend le branding national, à part Seydou Guérassi, il n'y en a pas, je ne vois pas. On en voit moins quand même. Voilà, on en voit point. Revenons au sujet de Isiaga. Isiaga, depuis qu'il a quitté Toulouse, c'est là où j'ai vu les années étoiles qu'il a pu faire à Toulouse. Mais depuis qu'il est passé de Toulouse à Montpellier, nous voyons une chute libre. Et connaissant déjà la saison chaotique qu'a connue son club Montpellier, la saison passée, je ne suis pas surpris qu'il se retrouve du côté de la Grèce dans un club qui peut lutter pour le maintien pour moi. Donc pour moi, peut-être sportivement, personnellement, c'est un endroit où il peut peut-être aller se ressourcer, je ne sais pas. Mais compte tenu de la situation, du niveau,
le niveau, il a baissé. Alors, Passy, rappelons qu'il a déjà 30 ans et à l'absence de Naby Keita, c'est lui le capitaine de Silly. Il est là depuis pratiquement, on croit même qu'il est là depuis plus de 10 ans parce que c'est un peu un éternel joueur avec le Silly national. Maintenant, Montpellier est descendu en seconde division. Est-ce que c'est judicieux de quitter une deuxième division du championnat de France pour aller dans une première division de la Grèce, carrément dans les oubliettes? Est-ce que c'est un choix sportif selon vous? Pour le joueur, oui, c'est un choix sportif parce que la décision, elle a été d'abord personnelle pour lui et finit par accepter. Mais pour ceux qui analysent, comme nous qui parlons de ce football, moi je trouve que c'est vraiment pas judicieux et responsable qu'ils trouvent cette destination du côté de la Grèce parce que qui parle d'Isiaga Silla, il faut parler en tout cas de l'un des tenanciers de ce championnat français parce que il a été combien de fois dans cette équipe de Toulouse et puis meilleur arrière gauche et puis il figurait parmi les 11 en tout cas de la saison parce que Isiaga c'est un joueur avec une potentialité très remarquable, oui. Mais aussi rare parce que on ne peut qu'occulter la qualité de centre sur lui, mais en termes d'organisation défensive, il en est l'un des meilleurs, en tout cas dans cette équipe de Montpellier, d'abord dans cette équipe toulousienne et puis avant d'arriver au sein de Montpellier, même au sein de l'équipe nationale de la Guinée. Choisir la destination de la Grèce, c'est pour moi c'est un souhait, en tout cas, c'est une décision personnelle pour lui, mais c'est pas une très bonne que je ne comprends pas parce que je ne sais pas. Est-ce que ça vient probablement de lui ou bien de son équipe managériale? Parce que même si l'équipe a gringolé peut-être on va poser la question autrement. Est-ce qu'il a des offres outre que ce club grec? Maintenant, c'est la grosse question qu'il faille se poser parce que s'il faut entretenir et faire dans toute sa vie de footballeur avec des prouesses, des clean sheets dans sa judiciaire et par finir sauter par la petite porte, moi je trouve que tout le monde je peux placer un mot, si je peux placer un mot avec profiter du passage de Passy. Je suis même moi personnellement surpris qu'il trouve un club. Hein. Ouais. Sincèrement, personnellement, je suis surpris. C'est une valeur sûre du championnat de France quand même. En ne vendant pas mieux durant toute la saison. Faut pas s'attendre à un résultat positif. Mais c'est tout comme toute l'équipe de Montpellier. C'est une saison catastrophique. Comme on l'a dit, on ne connaît pas les raisons de son choix, mais moi, ce choix, je respecte sa décision et son choix. Sans pour autant être d'accord. Oui, mais je respecte son choix. Mais je suis quand même très surpris qu'il puisse trouver vraiment un club. Sinon, moi, je m'attendais qu'il s'entraîne avec les autres équipes avec les autres joueurs du championnat de France qui n'ont pas pu signer un contrat durant le mercato. Je vous trouve très dur. Non, pas dur, mais je suis réaliste. Je suis réaliste. C'est une des valeurs sûres du championnat de France. Je suis réaliste. Il est toujours convoqué avec le Silly. Tout ce que je dis, c'est avec des faits. Connaissant la saison, comme je l'ai dit, connaissant lui-même son évolution au sein de Montpellier, étant une valeur sûre qu'il était à Toulouse, venir à Montpellier, dégringoler jusqu'à ce point. Des fois, c'est des bouts de match qu'il faisait de temps à autre. Je suis surpris qu'il puisse même aller en Grèce, mais je respecte son choix. Moi, je reviens vers Bobo Mané. J'espère qu'il n'est pas aussi sceptique sur notre capitaine du moment que les deux autres. C'est des faits. Il a du reste, il a 30 ans seulement. Est-ce que ce n'est pas un choix? Peut-être c'est une manière de reculer pour mieux sauter. Peut-être. Ou bien moi, je ne suis pas d'accord sur son choix parce que voilà. Quand même si son club est relégué en deuxième division, quand même quitter le championnat français et aller dans le championnat. Sauf que Montpellier est descendu. Il était en fin de contrat, il n'a pas été renouvelé. Mais vous avez vu cette saison quand même, ici à ses performances quand même, on ne va pas se mentir. Hein, voilà. Donc voilà, il n'y avait pas autre opportunité que de signer pour la Grèce, mais moi quand même, je ne pense pas que c'est un bon choix pour lui. On en verra. Maintenant, parlons de Silly. À part Isaga, on a qui à son poste? Parce que je vous vois très alarmiste quand on parle de lui, mais à part lui, il y a qui d'autre derrière, avec le Silly?
Bon, avec le Sili, c'est vrai, il est vieillissant. Mais il est irremplaçable quand même. Oui, il est. Non, mais pas qu'il est. Si, je suis désolé, si. Non, mais il y a des jeunes. Il y a le jeune Silla, oui, il y a lors de la CAN. Oui, qui ne peut pas te faire 90 minutes pleines. Non, mais c'est l'apprentissage. Mais Isiaga n'était pas aussi comme ça au début, même quand il était aussi au sein de Orea. Mais le football, c'est l'apprentissage. Mais comment pouvez-vous mettre confiance sur quelqu'un que vous n'avez jamais d'abord expérimenté? Je suis persuadé que Isiaga, c'est vrai, il a toutes ses qualités, il nous a fait rêver et en tout cas fait d'accord sur tout le monde en tout cas ce qu'il fait au sein de cette équipe nationale, surtout au niveau du latéral gauche. Aujourd'hui, il y a le jeune Yorobo qui monte en puissance, même si à un moment il n'a vraiment pas trouvé. Il manque énormément d'expérience. Oui, il manque d'expérience, mais je crois qu'il a aussi compétit, il a joué le chant du moins, il a joué pas mal de compétitions sur un CIK ou avec d'autres clubs. Aujourd'hui, il a appris, c'est lui qui est encore au champ. Je crois que si on approche ces jeunes pour préparer la relève, je crois qu'on va jamais sentir le vide au sein du poste de Isiaga Silla. Alors, Dulde, malgré, on parle de Isiaga comme s'il avait déjà 39 ans, rappelons qu'il n'a que 30 ans, est-ce qu'il peut apporter toujours à ce Sili-là? Parce que malgré tout ce qu'on va dire, il n'a pas de remplaçant attitré d'abord. Vous savez, quand je parle... Et c'est le deuxième capitaine de l'équipe. Vous allez me trouver sévère, mais les faits sont là. En fait, c'est des faits. Les faits sont têtus. C'est pas moi, ce sont les faits. Je respecte tout ce que Isiaga a pu faire dans le passé pour le Sili national, comme je peux le dire pour Nabi Deko. Mais à Thé, au jour d'aujourd'hui, Isiaga a pu donner tout ce qu'il a donné. Maintenant, si je reviens par rapport à ce que vous avez dit, s'il est reparti en Grèce pour mieux reculer pour sauter à son âge, je pense pas que ça soit le cas. Oui, ça arrive même au plus grand. Sportivement, oui, ça peut arriver, mais connaissant le niveau des joueurs guinéens, je ne critique pas, je dis que je parle avec des faits. Connaissant l'évolution dans des clubs, Isiaga pour moi sportivement c'est déjà la chute libre quoi. Alors on ne sera jamais d'accord, mais on va passer sur un autre sujet qui va être plus brûlant que celui-ci. Nous allons parler de Mohamed Ali Kamara, qui l'ancien défenseur et capitaine des Young Boys de Berne, qui lui file en Israël. En fait, autant peut-être le choix de Isiaga est quelque peu discutable, mais ce choix aussi amène à se questionner. C'est le capitaine des Young Boys, oui, pratiquement chaque année en Ligue des Champions. Et là, il se réfugie en Israël, un club qui va jouer les barrages pour la Ligue Europa. Oui. Vous comprenez ce choix aussi? C'est encore des tas de questions qu'on se pose souvent sur nos joueurs. Vous l'avez dit dès l'entame, dès l'introduction de cette émission, pourquoi les joueurs guinéens ne gardent pas cette constance, en tout cas au sein de leur club, parce que on se pose cette question. Aujourd'hui, Young Boy, certes, il n'est pas un joueur de l'équipe nationale parce qu'il n'a jamais prouvé ses preuves. Oh, mais il était là lors du dernier rassemblement. Les deux derniers rassemblements, il était là. Il était titulaire aussi. Oui, il a été toujours titulaire, parce que certes, sa combativité, on mise sur lui, mais au fait mettez la confiance sur lui, souvent, il nous amène des bourdes. Bon, entre parenthèses, dans les clubs, je crois que si vous voyez, il est capitaine de son club Young Boy, mais finir avec une confiance totale et puis trouver une autre destination vers Tel Aviv, moi je trouve que c'est quelque chose. Je vous trouve extrêmement dur. Je me tournais vers Mané qui semble être plus conciliant aujourd'hui. Mais pas que je suis dur. Vous connaissez Young Boy, vous connaissez également les qualités de Mohamed Ali. Mais il est en Ligue des Champions chaque saison. Chaque saison, bien sûr. Oui, il est champion une fois sur deux. Le choix, pourquoi Tel Aviv, pourquoi l'Israël? C'est la grosse question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est le choix du joueur ou bien ce sont cette équipe managériale qui sont affamées d'avoir de l'argent qui pousse les joueurs à passer au-delà au fait, sur le dos de la cuillère? Moi, je me pose cette question. Si c'est cette histoire d'argent qui les anime, d'autant plus que leur ambition, en tout cas footballistique, mais on a vu Vinicius qui a reçu toutes les offres, mais il a décidé de jouer au sein du Real.
Parce que l'argent, oui, on joue pour l'argent. Mais à un moment, il faut être ambitieux. Le choix sportif. Oui, il faut être ambitieux et puis poser de bonnes réflexions. Alors, avant de vous revenir vers Mané, j'ai envie d'entendre un autre son de cloche pour rééquilibrer le débat. Vous êtes trop dur de ce côté. Alors, du coup, pour Mohamed Ali, on peut comprendre qu'il veuille peut-être changer d'air. Après 5 ans, 6 ans dans une même équipe capitaine, pratiquement il n'a plus rien à prouver avec les Young Boys. C'est normal, peut-être qu'il change d'air. Vous comprenez le choix de ce côté ou bien vous êtes toujours alarmiste comme les autres? Mais bien sûr, c'est un choix incompréhensible parce que pourquoi vous allez quitter dans un club où chaque année vous discutez de la Ligue des Champions, vous êtes même capitaine. Si vous voyez vous êtes capitaine dans un club, c'est la Turquie, vous avez quand même de vécu là-bas, vous avez de l'expérience. Peut-être c'est un choix plutôt judicieux pour avoir de l'argent, comme a dit Patrick Camara. En Israël, vous pensez que le Maccabi offre beaucoup plus que les Young Boys? Peut-être s'il parle là-bas, peut-être. Un pays en guerre, et est-ce qu'ils vont finir même la saison? Qui sait? Parce qu'on a vu Ukraine qui a bloqué sa saison sportive à un moment contre la Russie. Qui sait? Est-ce que même s'il débarque au sein de la Ligue 1 Israël, au Tel Aviv, est-ce que la saison pourra s'achever? Mais s'il n'y avait pas d'opportunité, s'il n'y a pas d'autres clubs qui proposent de contrat. Non, mais l'Europe est remplie de grands clubs, pas qu'en Ligue 1, qu'en Ligue 2. C'est vrai, s'il descendait en Ligue 2, on aurait dû encore le fustiger. Mais en Ligue 1, il y a des clubs quand même. Portugal est aussi une des destinations. Oui, encore faudrait-il que vous ayez des offres. Maintenant, malgré tout ce qu'on va dire, Maccabi Tel Aviv n'est pas aussi le dernier des clubs en Europe, tout de même. Malgré que le championnat, on peut dire, c'est un championnat seconde zone, mais bon, ce n'est pas le dernier des clubs. La preuve, ils vont jouer les barrages pour la Ligue Europa. Le Maccabi, c'est un cadre du championnat européen. Sur ce plan, je ne discute pas, parce qu'ils sont dessus une fois sur deux à chaque fois. Mais le souci, revenons à nos moutons. Parlons de la situation de nos joueurs, les joueurs guinéens. Pourquoi nous... Restons sur Mohamed Ali. Oui, restons sur Mohamed Ali. Ouais, Principalement Mohamed Ali, alors. Mohamed Ali, c'est la même trajectoire que Isiaga Silla, je suis désolé. Pas la même chose. Ce que je dis n'engage que moi. Et comme je le dis, est-ce qu'on a tous les tenants et aboutissants il est plusieurs fois champion d'Autriche à Berne? Est-ce qu'on sait si la direction lui a dit, bon, écoute, tu as passé tant d'années avec nous, c'est vrai que tu es le capitaine, mais cette saison, tu peux ne pas être titulaire, tu peux passer sur le banc. Est-ce que nous connaissons cela? Ça, nous ne le savons pas. Il n'a que 26 ans, il est jeune. Peut-être sur papier, hein, on ne sait pas. Oui, quelque part. Non, on ne va pas rentrer dans ça. D'accord. Mais selon moi, Mohamed Ali, Isiaga Silla, c'est la même trajectoire, quoi. C'est du gâchis total. C'est du gâchis total. D'où faudrait pas qu'on soit surpris quand l'équipe nationale guinéenne s'engage dans des grandes compétitions, que nous puissions pas passer en cap. Parce que nous n'avons pas tous les éléments réunis. Nous n'avons pas... on n'a pas toutes les armes pour lutter comme les autres. Avec les autres, pardon. On n'a pas toutes les armes. On voit les joueurs sénégalais qui évoluent dans de grands clubs. Les Ivoiriens, pareil. Les Maliens, pareil. Mais malheureusement, chez nous, on n'a pas cela. On va ramener la question autrement. Mohamed Ali, les 2 derniers rassemblements, il était là. Il a pratiquement été titulaire une fois sur 2. Face à la fragilité de Seydou et pratiquement un Diarabi sur le retour, Julien Zanvier qui refuse de venir, on a forcément besoin de lui, même si ce n'est pas pour un poste de titulaire indiscutable. Mais bien sûr, quand même, voilà, parce qu'on n'a pas de solution. On a vu quand même si voilà, dans certaines rencontres, il a trouvé du style technique pour sortir notre équipe nationale. Mais moi, quand même, j'ai du mal. J'ai du mal quand même. Comment on va trouver et quitter un club qui joue chaque année la Ligue des Champions Mais bon, si le club ne veut pas le renouveler aussi, c'est normal qu'il veuille changer d'air. Au moins. C'est le même cas, que Mor Laïsila, on disait de son cas. Donc, peut-être ils ont envie de gagner de l'argent, mais... En matière de football, ce qui compte d'abord, c'est le trophée, je pense quand même. Alors, Mohamed Ali et le Sili. Forcément, et Mohamed Ali au top de sa forme, on a besoin de lui avec le Sili. Vous me direz, oui, il n'est pas titulaire indiscutable, d'accord, mais on n'a pas besoin que des 11 entrants. Tes questions ce soir, ce sont des questions pigistes. Oui. Moi, je peux comprendre. C'est Major qui me donne les infos. Ça ne proviendra pas. Au fait, j'aurais dû commenter autrement cette question. S'il pète sa forme, je crois que oui, on peut l'approcher,
mais on sait et on connaît déjà au sein de l'équipe nationale guinéenne, au sein du Sili national de Guinée, ce qu'il pose comme problème. Souvent, il n'est pas un problème. Non, mais souvent, on se c'est un joueur tout de même qui est réputé être discipliné au moins. Cette erreur défensive en maintes répétitions, en perpétuel. Ça arrive même au plus grand. Non. Et la défense, attention, c'est l'un des secteurs dans le jeu, surtout en matière de football, qui est très sensible, que dans l'axe, il est interdit, formellement interdit, qu'un défenseur ou axial ne touche le ballon 2 ou 3 fois. Mais Youngbo et Mohamed Ali, quant à lui, c'est le contraire. Il se met tout en confiance, il est dans la sûreté, et souvent, c'est sous ses pieds, sous ses plats du pied, on récupère le ballon pour une faille défensive. Moi, je trouve que s'il pète forme, ça n'engage que lui. Et à l'entraîneur maintenant de voir, selon sa copie, le système de jeu qu'il va proposer à la Guinée, le nouvel entraîneur, si toutefois que les qualités recherchées et que le jeune, parce que je ne vais pas quand même l'enterrer, parce qu'il est aujourd'hui, il a pris la destination de Tel Aviv, mais ce qu'il en est comme qualité, si l'entraîneur en a besoin, il n'y a pas de problème. Il va tenter sa chance avec lui. Mais en équipe nationale, moi, il ne m'a pas rassuré. Je ne suis pas là en train de l'enterrer, en tout cas. Alors, la dernière ou l'avant-dernière question. En partant en Israël, est-ce un aveu d'échec de ne pas avoir trouvé un meilleur choix ou une meilleure destination en Europe? Personnellement, je dirais que oui, évidemment. Évidemment, c'est la même chose que Isiaga. Mohamed Ali, ce n'est pas une assurance tout risque derrière au sein du Sili national. On a besoin de lui au moins, même si c'est pour être remplaçant. Je n'en disconviens pas, mais Mohamed Ali au sein du Sili national, ce n'est pas une assurance tout risque pendant un match de 90 minutes. Ouais. Un match coup près surtout. Ouais. Je vous trouve très alarmiste le concernant. C'est pas moi, ce sont les faits. Moi, je me souviens lors des derniers rassemblements, on parle beaucoup de lui, d'une erreur, une fois ou deux fois. Mais bon, on n'a pas parlé des attaquants qui n'ont pas marqué aussi. Non mais l'entraîneur, c'est vrai, on n'a pas marqué, mais on a encaissé. Oui, si on avait marqué plus que l'adversaire, ça aurait changé la donne. C'est parce que les 80% des buts marqués contre la Guinée venaient dans l'axe. Et ça trouverait qu'il avait sa part de responsabilité, minime qu'elle soit. Et aujourd'hui, si, j'insiste et je persiste, si toutefois l'entraîneur qui prendra les rênes de cette équipe nationale trouve en tout cas les qualités recherchées, ce que Ali a, je crois qu'il peut retrouver encore ses cadres de jeu. Mais moi, je ne suis pas dur avec lui, ou je vais parler de... Docteur n'est pas aussi dur, mais souffrez de nous entendre, souffrez de comprendre Jean, que Ali, c'est vrai, il a cette qualité au sein de son club, mais en équipe nationale, c'est le contraire de Mohamed Ali qu'on trouve. Alors, une dernière question sur ce sujet, peut-être qu'on sera d'accord sur le oui ou le non. Mohamed Ali, pour vous, c'est fini avec le Sili, ou on peut espérer un retour au premier plan? Parce qu'il a eu sa chance, à l'absence des autres, il n'a pas su profiter. Non, c'est pas fini, il a sa chance, donc il a 26 ans, donc s'il a amélioré ses performances, je pense, voilà, il a une carte à jouer au sein de notre équipe nationale. Alors, la même chose que vous pensez qu'il peut se réinventer une seconde jeunesse pour revenir avec ce Sili, ou c'est mort, c'est fini? Oui, à 26 ans, on a vu Isiaga à un moment, on se dit Mordicus, c'est fini pour lui. Mais après, Isiaga s'est responsabilisé, même à l'absence de... Isiaga immortel. Voilà, donc on l'a dit que oui, c'est l'un des pièces maîtresses de cette équipe. Aujourd'hui, il est en train de prendre de l'âge, il a du vécu au sein de cette équipe nationale. S'il ne se remet pas en confiance, il ne se met pas dans une responsabilité pour dire qu'il en est l'un des vieux de cette nouvelle génération, il va passer à côté, parce que les jeunes ont de l'ambition de dépasser dans le cap. Alors, s'il se met dans cette confiance, il va pouvoir retrouver sa place et continuer à dicter sa suprématie dans les vestiaires. Alors, Yulde, on clôture là-dessus. Pour Mohamed Ali, c'est fini, c'est enterré sa carrière avec le Sili spécialement, où on peut espérer un retournement de situation? Non, je ne pourrais pas l'enterrer directement, parce qu'on ne sait jamais demain est fait de quoi. Mais je dirais oui et non. Oui, si les autres qui sont absents actuellement, les Seydou Sow, n'ont pas repris leur forme d'attente. Ouais. Qui est quelque peu fragile. Voilà. Non, si ceux-ci retrouvent leur forme, ou que la génération montante là arrive vraiment à percer tout ce qui s'ensuit, au sein de l'équipe nationale, ça en aurait fini pour Mohamed Ali. Ouais. Alors, on va voir. Il débute une nouvelle saison. On va espérer que son club se qualifie en Ligue Europa, et puis on va continuer à le voir, parce qu'en Israël, quand même, c'est très loin. On aura du mal à suivre les rencontres de ce côté. Nous, on va filer du côté
du centre de l'Europe et on va parler de l'Euro féminin qui s'est terminé hier entre la Roja, donc les jeunes filles espagnoles, et puis les Anglaises qui se sont imposées au bout de la rencontre, au tir au but, après un match nul sur le terrain, un but partout. Alors, globalement, je vais commencer par vous, Gulde, je vous connais. Vous aimez plutôt le football féminin. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette finale? On va revenir sur la compétition après. De cette finale, parce qu'on était allé au bout après 120 minutes et aucune équipe ne pouvait prendre le dessus. Et là, l'Angleterre a mis ce qu'il fallait pour prendre la coupe. Bon, personnellement, j'ai suivi le match en intégralité. Je suis allé jusqu'à suivre les tirs au but, les fameux tirs au but. Je dirais comme le dit l'adage anglais, hein, le football est inventé par les Anglais, mais souvent c'est les Allemands qui gagnent. Seulement que cette fois-ci, le football est inventé par les Anglais, c'est les Anglais qui gagnent. Donc vivement la victoire de l'Angleterre parce que fut amplement mérité. Déjà, ils organisent. Ce fut une réussite totale. Hein. Il n'y a pas eu de bug. Il n'y a pas eu de bug ni sur quoi que ce soit durant toute la compétition. Je les félicite. Les joueuses ont mouillé le maillot comme il le faut. Donc, elles méritent amplement leur victoire, quoi. Certains, ou en tout cas ceux qui sont les rouges, pourront vous dire pas forcément le cas. Les Espagnols ont dominé 65 à 35% de possession de balles et les Espagnols ont été les premiers à marquer à la 25e minute. Les Anglaises sont revenues au score à la 57e minute et c'est au niveau des tirs au but que les Espagnols ont perdu carrément le fil. Donc, on peut dire que oui, une finale se joue pas, elle se gagne, comme le disent les grandes équipes, mais les Espagnols auraient tout autant mérité cette coupe. Ouais, tout à fait. Les Espagnols, on se rappelle, cette équipe barcelonaise, cette équipe, je veux dire... qui sont championnes du monde. Qui sont championnes les Espagnols sont championnes du monde en titre. Je me rappelle de ces prouesses, de ces clean sheets que ces femmes, disons, ont raflé, en tout cas, lors du dernier mondial. Aujourd'hui, c'est vrai, vous l'avez rappelé, une finale, elle ne se joue pas, mais elle se gagne. Aujourd'hui, on a vu cette finale. Moi, je n'ai pas suivi la rencontre parce que j'étais de retour, j'étais en train de rentrer vers Conakry. Mais les échos et les infos qu'on a suivis avec les séquences de match, moi, je trouve que c'était une équipe anglaise qui était au-dessus de l'adversaire parce que, certes, le moral les a permis d'être... vraiment avoir les arguments à faire valoir face à l'adversaire. Et le score, c'est vrai, on peut s'en tenir durant les 90 minutes et puis derrière, ce qui était prévu par le dieu du foot a été exécuté. Parce que même si les Espagnols, avec toutes les qualités qu'on en sait, mais si les Anglais étaient au-dessus, on ne pouvait que dire que la logique s'est fait respecter. On peut que s'incliner. Ouais. Le football, c'est la gagne. Alors, Mané, les Anglaises ont pris là une seconde compétition continentale consécutive. C'est le deuxième héros consécutif qu'ils prennent. Et on peut dire que c'est la meilleure équipe d'Europe du moment, malgré que les Espagnols soient les champions du monde. Et bien sûr, quand même, voilà, si vous arrivez à... On peut être meilleur sur le continent et ne pas être meilleur sur la planète. Mais bien sûr, quand même, c'est des réalités, disons, différentes. Quand même, cette formation anglaise, on a dit quand même, c'est une formation très, très disciplinée tactiquement. Elle a prouvé encore, voilà. C'était en face quand même une équipe espagnole très, très redoutable avec des Aitana Bonmati, voilà, la capitaine, j'ai même oublié son nom, la joueuse d'FC Barcelone. Donc c'est vrai, les Anglaises n'ont pas connu quand même un parcours, disons très très élevé. Mais... Oui, c'était très difficile, mais elles sont en finale, voilà, elles ont remporté. Donc c'était encore la remake de la finale de la Coupe du Monde 2023. Donc il y avait une revanche quand même pour les Anglaises de battre ces filles espagnoles. Je pense que c'est une double revanche, parce que les hommes aussi avaient battu les hommes espagnols avaient battu les hommes anglais l'année dernière à l'Euro. Donc c'était une double revanche. Voilà, c'est une finale complètement méritée. Voilà, donc chapeau à leur coach. Donc, et vivement pour le football féminin. Alors, malgré la défaite, Aitana Bonmati, la joueuse du Barça, a été élue meilleure joueuse de la compétition et González a été élue, ou en tout cas a été la meilleure buteuse de cette compétition. On peut dire que individuellement, les Espagnols ont pris le dessus, mais collectivement, les Anglaises étaient mieux organisées. C'est cela peut-être l'enseignement qu'on peut tirer de cette compétition. Oui, c'est cela. En fait, le football n'est pas tout à fait un jeu de mathématiques. Oui. Comme on l'a dit, dominer n'est pas gagner.
Les Espagnols ont fait un fond de jeu extraordinaire et tout ce qui s'en suit et tout ce qui s'en est suivi, mais à la fin, c'est l'Angleterre qui a gagné. Individuellement pris, les joueuses espagnoles, elles ont mérité tout ce qui les est arrivé, que ce soit celle qui a été élue meilleur buteur, celle qui a été meilleur joueuse et tout ce qui s'ensuit. Les Espagnols, côté féminin, ils ont un fond de jeu extrêmement solide et compact. Donc, on n'a rien à dire, quoi. Oui. Mais malheureusement, que cette fois-ci, c'est l'Angleterre qui a gagné. Alors, malgré tout ce qu'on va dire, il faut féliciter les Anglaises qui raflent là leur deuxième héros consécutif, justement. Oui, on le dira, félicitations aux Anglaises parce qu'elles ont vraiment mérité battre une équipe championne du monde. Je crois qu'il faut avoir les armes faciles. On a vu athlétiquement ce qu'ils ont pu imposer face à l'adversaire. Certes, les Espagnols ne jouent pas à jeu ouvert. Le lapsus explique le fait que l'équipe espagnole soit composée par une ossature barcelonaise. Effectivement, oui. Je m'excuse. Jules ne veut pas entendre cela. Non, il n'est pas forcément contre. En tout cas, c'est une équipe à 70% qu'on peut retrouver les joueuses barcelonaises. En tout cas aussi. Et moi, je dirais que battre cette équipe espagnole, je crois que les Anglaises, elles ont vraiment mis la barre assez haute. Et félicitations à eux parce que les Espagnols elles jouent du moins avec un petit paquet quand ils ont le ballon. Et puis derrière, elles ont été démasquées complètement par l'adversaire et puis voilà. Oui, Aitana Bonmati, double vainqueur du Ballon d'Or, finaliste de la Ligue des Champions, championne du monde. Elle a été carrément meilleure joueuse de toutes les compétitions internationales auxquelles elle a participé. C'est la meilleure joueuse du monde depuis 3 ans ou 4 ans. De suite, elle était en pleurs hier, mais bon, on comprend, ce n'est pas facile de perdre. Alors, pour vous, qu'est-ce qui a manqué véritablement aux Espagnols pour renverser la tendance après avoir mené au score tout de même? Je pense que c'est l'aspect défensif. Défensivement et physiquement, elles n'ont pas tenu, parce qu'on a vu l'impact qu'a mis cette formation anglaise. Les joueuses comme la capitaine, j'ai jamais oublié son nom, mais quand même, il y avait quand même ce pressing intense. Elles ont étouffé l'adversaire en face. Donc on a vu à la 55e, il y a eu l'arrivée de l'égalisation. Donc pour moi, l'aspect défensif et l'aspect combative, les joueurs espagnols n'ont pas répondu présente. Ouais, peut-être que c'est là la différence pour une compétition de haut niveau comme l'Euro. Et l'entraîneuse de cette équipe d'Angleterre remporte là une 3e compétition et un 3e héros. Après avoir remporté avec les Pays-Bas en 2017, l'Angleterre précédemment, en tout cas, elle a doublé 3 compétitions. C'est peut-être là l'expérience qui a fait aussi la différence entre les Anglaises et les Espagnols hier, peut-être. Oui, il faut féliciter cette dame, malheureusement, qui a su s'investir et garder patience jusqu'à avoir cette victoire sur le sol anglais. Parce que ça n'a pas été vraiment facile. Si nous remettons les images de la finale perdue face à l'Espagne, nous avons vu complètement les joueuses abattues sur le terrain. Et hier, heureusement, comme le dit la patience paye toujours, cette dame a continué à travailler, à corriger les lacunes qui étaient datant. Et heureusement, cette fois-ci, la mayonnaise a prise, surtout que ce soit en Angleterre, que ce soit organisé, et sous les yeux du prince. Du futur roi. Oui, alors vous disiez tout de suite que c'était bien organisé et la compétition, il n'y a pas eu de couac majeur qu'on peut signaler. Alors, est-ce que selon vous, le football européen, en tout cas féminin, est en train de prendre le pas sur les autres footballs? Parce que j'ai vu des stades remplis. J'ai vu carrément une meilleure organisation que toutes les compétitions qu'on a vues. Le samedi dernier, on voyait un peu, ou le vendredi, on voyait la finale de la CAN féminine en Afrique, et on voyait une certaine différence en termes d'organisation. Les Européens sont en train de prendre le pas aussi dans le football féminin, à votre avis? Bon, je crois, moi personnellement, je peux le mettre dans le domaine de la curiosité pour savoir qu'est-ce qu'on va voir. Qu'est-ce qu'elles vont produire? Mais pourtant, c'est petit à petit, là, elles sont en train de construire, monter jusqu'au niveau des hommes.
du football des hommes. Donc pour moi, les gens sont curieux de savoir, on va aller voir, oui, une équipe féminine, on va aller la voir, mais qu'est-ce qu'elle va nous proposer? Est-ce que ça serait du haut niveau, du moins ou du bas? Oui, mais on avait là une finale qui voyait la confrontation carrément de deux identités. D'un côté, les Espagnols avec une ossature barcelonaise, globalement, championne d'Europe en 2024, et une ossature anglaise composée des joueurs d'Arsenal, une équipe très forte en Ligue des Champions, et des joueuses de Chelsea. Ouais. Ce qui veut dire que c'était une confrontation plus ou moins à la fois de clubs, mais aussi d'équipes. On comprenait l'engouement, mais moi je n'ai pas vu seulement des stades remplis hier. C'est pratiquement tout au long de la compétition. Ouais. Ça montre qu'il y a une certaine avancée, une percée plus grande, en tout cas du football féminin, que peut-être les autres footballs, en tout cas pour la CAN qu'on a vu au Maroc. Ben là, il faut reconnaître que c'est la communication, c'est le management. Vous trouvez... mais aussi la formation. Oui, quand tu regardes les matchs, tu vois que le niveau est là. Sans oublier la culture aussi. Il y a cela. En fait, c'est des aspects qu'il ne faut pas vraiment négliger. Bah, c'est nous, en Afrique, la CAF ne communique même pas. Parfois, les finales ou la finale d'une Coupe d'Afrique féminin passe avant de façon que la CAN inaperçue. Débute, moi je ne savais pas qu'elle allait débuter parce que la Guinée n'est pas qualifiée. Vous voyez, donc la CAF, elle ne communique pas. Pourtant, en Europe, ils ont de la considération envers toutes les compétitions, qu'ils soient de n'importe quelle catégorie, mais ils communiquent. Il y a le management, ils appellent les partenaires à s'investir dedans. Et puis derrière, à leur tour, chaque partenaire va communiquer à sa manière pour permettre aux supporters, aux fans du sport, de rallier les gradins. Mais chez nous, en Afrique, vous trouverez que la finale se joue, il ne serait-ce que c'est une partie de la tribune qui ne contient que des supporters. De l'autre côté, c'est complètement vide. Donc, l'aspect managérial, l'aspect culture également, comme l'a dit Jules, marketing, formation, manque automatiquement dans nos compétitions parce qu'il faut aussi être leader dans l'événementiel, surtout dans le domaine sportif. Et le football, il est parfois événementiel. Hein? C'est événementiel non, parce que événementiel. Voilà, c'est événementiel. Il faut savoir vendre. Voilà, il faut savoir vendre. Il faut faire appel aux spectateurs. Mais comment, par quelle stratégie définir les moyens et les voies et moyens pour les permettre d'être là aux aguets à tout moment et être curieux. Voilà, merci de me prêter l'expression à chaque fois pour dire que, voilà, c'est-à-dire créer l'engouement autour de la chose pour que les gens seront à leur tour très curieux pour venir regarder, voir qu'est-ce qui va se passer. Je ne vais pas me faire raconter de cela, il faut que je vienne participer, il faut que je vienne assister. Et c'est cela. Et en Europe, ça se passe. C'est ce qui fait la différence. Et chez nous, ça se passe de façon inaperçue. On ne se rend pas même pas compte. Grâce à ces applications, on se dit, ah, aujourd'hui, il y avait même la finale de tel et tel. Alors, vous pensez, comme pratiquement la plupart des observateurs, que le football européen féminin, encore, a pris les devants sur les autres footballs? Et bien sûr, il n'y a pas de débat quand même. Moi, je ne suis pas surpris parce que si vous regardez les compétitions européennes, la Ligue des Champions, quand les jeux d'FC Barcelone ou bien la formation des Guinéens d'Arsenal, il y a beaucoup de monde. Même de Lyon. C'est ça, donc il y a l'aspect managérial qui rentre en compte aussi. A dit mon frère Jules, la curiosité parce qu'il y a d'autres qui vont venir au stade pour voir ce qui va se passer. Est-ce que les jeux sont capables? Parce que moi, j'ai vu dans cette compétition vraiment la gardienne allemande, j'ai vu faire des arrêts miraculeux. Je pense qu'il a fait des arrêts énormes par rapport à un certain André Onana parce que voilà, j'ai vu des portiers qui sont capables. Bien sûr, hein. Vraiment, j'ai vu des jeux qui sont capables vraiment de titiller des hommes même en matière de football. Il y avait des gestes techniques que certains hommes ne peuvent pas se permettre. Yulde ne pourra pas me dire le contraire. Et une précision pour ne pas vous rappeler à mon frère, c'est pas l'Angleterre qui a organisé la compétition, plutôt la Suisse. Oui. Alors, les Anglaises ont remporté là leur deuxième héros. Les Espagnols champions du monde ont perdu en finale. Alors, nous allons passer à un autre sujet. Nous allons toujours continuer à parler des Espagnols, mais là, nous allons parler du FC Barcelone qui a joué hier face à l'équipe japonaise des Vissel Kobe lors de sa tournée asiatique et une victoire convaincante, 3-1, avec des débuts remarqués par plusieurs recrues et quelques jeunes du centre de formation. Alors, avant de commencer, info pratique très rapidement, 3-1, buteur Eric Garcia, Bargi, Rooney Bargi et Dro. Quel enseignement vous tirez d'une telle victoire face à une équipe, on est d'accord, de seconde zone, mais bon, il faut quand même gagner.
Mais quand même, c'est une victoire qui ne va pas, on va pas quand même s'enflammer, c'est un match amical. C'est vrai, des recrues comme Rooney, Bardi et le jeune qui vient de centre de formation, donc Dro, il a prouvé. Donc, peut-être je suis un peu déçu de la performance de Lamine Yamal. Certes, c'est un match amical, ils reviennent, les entraînements reviennent. Les attentes sont grandes, c'est voilà, ça. donc avec le numéro 10, on attendait quand même qu'il réalise des prouesses techniques, mais même si, voilà, tout au long de la rencontre, il n'a pas quand même fait des faux pas. Donc, pour le moment, c'est une victoire satisfaisante pour le début. Donc, on attend de voir ce que ça va donner après la reprise du championnat. Alors, quelle valeur accorder à une telle victoire, Julde? Bon, la valeur que je pourrais accorder à cette victoire est la suivante. Cette victoire permet à Hans Flick de faire tourner l'effectif, de tirer le meilleur de son effectif afin de constituer l'ossature pour la saison prochaine. Ça, c'est un. De deux, je ne suis pas surpris de la victoire de Barcelone, parce que c'est contre une équipe de seconde zone, surtout en Asie. Si, par exemple, le FC Barcelone se confrontait au cadre européen, là, oui, peut-être je pourrais tirer des enseignements. Mais pour l'instant, la victoire est amplement méritée. C'est pas une surprise, quoi, en fait. Alors, on a parlé de tourner l'effectif. Les 11 entrants du début ont tous été changés. Et même en seconde période, pratiquement 26 des 30 joueurs ont joué hier. C'est peut-être là l'occasion, si on peut tirer d'enseignement, c'est de voir qu'il a deux équipes interchangeables et que les uns peuvent remplacer les autres sans qu'il y ait un véritable changement dans le niveau global de l'équipe. Oui, c'est normal. Remplacer, comme les mathématiciens disent, les unités par leur valeur. Je trouve qu'Hansi Flick, certes, il est encore dans une nouvelle politique de son coaching afin de permettre d'être en face d'une nouvelle saison aussi très compétitive, parce que avec tant de compétitions que les clubs vont affronter durant la saison, je crois qu'il doit pouvoir faire tourner l'effectif afin que la mayonnaise vraiment puisse prendre et trouver la vraie identité de jeu sur chaque profil. Pour dire, quand je suis en face d'une telle situation, voilà, c'est le joueur qui peut vraiment me délivrer. C'est vrai, on parle du Japon avec cette équipe de Vissel. Moi, je dis que l'ancien club de voilà, en termes de préparation, c'est là où je ne suis vraiment pas d'accord avec Hansi Flick. Je me rappelle la saison dernière, il s'est croisé le fer avec le Real Madrid aux États-Unis. Je trouve que des adversaires comme ça, les grands clubs sont toujours en vacances. Oui, les grands clubs sont toujours en vacances, mais il y a d'autres qui ont commencé déjà. Hein. Il y a d'autres qui ont commencé petit à petit. Moi, je trouve qu'il fallait trouver un adversaire, parce qu'après l'Espagne, l'ouverture du championnat, je crois que c'est l'Angleterre qui va venir. Donc je crois qu'il y a des clubs anglais maintenant qui sont en train de reprendre les entraînements petit à petit. Il fallait inviter, il serait-ce que, même si c'est Chelsea, Arsenal, quelque chose comme ça, pour trouver où il faut situer les remplacements, les remaniements et puis essayer de faire tourner l'effectif. Ils viennent d'avoir aussitôt d'autres joueurs, même s'ils les connaissaient avant, mais ils sont maintenant dans le Barça. Le Barça n'est pas Manchester United ni tant d'autres. Et le Barça, c'est aussi un autre système à part entier. Et il faut partir sur il faut partir sur l'adaptation sur ces joueurs. Il faut partir sur l'identité, ce que le Barça propose au sein de leur championnat, mais aussi au sein de la Ligue des Champions. C'est de cela qu'il s'agit. Jouer avec Vissel et partir avec un score de 3-1, c'est vrai, on ne va pas les jeter de fleurs. Mais moi, je trouve pas que... Je dis que ce n'est pas un adversaire qu'il faut dans ces phases préparatoires d'une nouvelle saison. Alors, sauf que Laporta te dira que ici, l'objectif n'est pas la compétitivité, mais renflouer les caisses. C'est les 15 millions d'euros qui étaient en jeu et ils vont rentrer dans les caisses. Et c'était là peut-être le plus important. Tout le monde comprend la difficulté ou les difficultés financières du Barça en ce moment. Et on ne refuse pas de l'argent. Alors, on va parler des grands débuts. Globalement, Marcus Rashford a joué que 30 minutes. Vous avez pensé quoi de sa prestation? On ne peut pas dire oui, ça nous montre clairement son niveau, mais ces 30 minutes, premières 30 minutes, après une semaine d'entraînement avec ses nouveaux coéquipiers, ça nous donne une idée sur ce qu'il peut apporter à cette équipe. Et quand même, on a vu, quand même, parmi ces 30 minutes, là, j'ai vu ses performances. Au niveau de la vitesse, il y a toujours ce côté qui se reçoit, on a vu, même s'il y avait du côté de Aston Villa, donc c'est la même performance. Seulement, on sent que athlétiquement, physiquement, il est très bien bâti, donc il pourra apporter quand même ce côté, parce qu'on a vu la saison précédente avec les blessures de Lewandowski, de Ferran Torres, il n'y avait pas un remplaçant qui pouvait faire les affaires, donc
je pense quand même il aura sa carte à jouer dans cette formation barcelonaise. Alors, on va toujours continuer dans les grands débuts. On va parler de Juan Garcia, qui avait le numéro 1 hier, le célèbre numéro 1 de Ter Stegen, qui est blessé. On ne va pas revenir sur les problèmes qu'il a avec le Barça, mais Juan Garcia, que vous avez vu, il a encaissé un but, on est d'accord, mais quelques parades que vous avez vues, les relances et tout, vous pensez que le Barça tient là un gardien numéro 1 à la hauteur du club? Bon, déjà, je pense que Flix a déjà tranché sur ce point parce qu'il a choisi Garcia pour être numéro 1 dans les cages. Donc, sur ce plan, il n'y a plus de débat. Le Barça tient un gardien en avenir parce que Ter Stegen, l'année passée, n'a fait qu'avoir des bobos. Et un joueur qui a des bobos, malheureusement, c'est la catastrophe pour l'équipe, quoi. Il va être encadré par l'expérimenté Chesney. Donc je pense que c'est un gardien d'avenir avec lequel le FC Barcelone veut évoluer. D'où ils ont préféré régler la situation de la hiérarchie des gardiens en le mettant numéro 1 pour éteindre toutes les rumeurs. Ça, c'est pour éviter sûrement le quiproquo qui était arrivé entre Peña et Szczesny l'année justement, dernière. donc pour régler le cas là et pour qu'il puisse le mettre dans toutes les conditions possibles afin qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Donc je pense que c'est un gardien d'avenir qui fera parler de lui dans les années à venir. Alors, toujours les grandes premières. Lamine est là depuis pratiquement 2 saisons, mais hier, c'était son premier match avec le numéro 10. Certains disent que c'est une mauvaise prestation, oui, mais globalement, vous avez trouvé Lamine comment? Lamine, moi je trouve que c'est un jeune qui n'est jamais pressé et qui n'est jamais agité. Je crois que la précédente saison lui a servi pas mal de conseils pour dire à la nouvelle saison comment ils doivent se comporter. C'est vrai, ils étaient dans un match de texte de pré-saison et ce sont des rencontres où il ne faut pas dégager assez d'énergie pour ne pas contracter ne serait-ce qu'une petite blessure musculaire pour t'empêcher de commencer la saison avec brio. Moi je trouve un Lamine qui était dubitatif, non seulement même de commencer ce match, parce que c'est cette saison sportive qui s'annonce, il veut figurer encore parmi les tops, le Big Five également des meilleurs buteurs du monde, mondial et européen, j'y arrive, et puis figurer parmi les meilleurs comme il en a fait la saison dernière. Au jour d'aujourd'hui, si il porte encore le numéro 10, ça va l'envoyer encore la haine d'être dégourdi encore sur le terrain. Moi, je trouve que c'est un numéro de confiance. Voilà, c'est un numéro de confiance. Et c'est pas lors d'un match amical qu'il faut se démontrer carrément sortir de ses coquilles pour dire que oui, c'est ici que je vais d'abord commencer, que je mérite ce numéro 10. Ce sera lors d'un match aussi très décisif, un match aussi très capital, qu'il faut vraiment montrer la valeur de ce numéro qui a été vraiment floqué sur tous les panneaux publicitaires lorsque Messi était là. Oui, Lamine, en tout cas, il a été absent que très rarement face au gros. Certains disent même qu'ils choisissent les matchs auxquels il veut être performant. Alors, nous allons continuer sur les grandes premières. Il y a aussi l'émergence de jeunes. Il y a Bardi dont on a parlé qui vient d'arriver, mais les jeunes, il a 19 ans. On a aussi Dro qui est le 3e buteur de cette équipe. Globalement, vous pensez que l'émergence des jeunes peut amener les cadres à se remettre en question, à se dire il faut qu'on essaie de faire plus pour ne pas être bousculé par les jeunes? Bien sûr, quand même. Là. Vous savez, si vous êtes seul... Par exemple, Lamine n'a pas fait l'affaire, Bardi est rentré, il a marqué. Bien sûr. Ça peut couper au vif le joueur. Mais c'est ça, s'il n'y a pas de concurrence, vous ne pouvez pas donner le maximum de vous, parce qu'on a vu quand même la saison dernière avec les blessures de Baldé et de Koundé. Donc, le Barça a payé très cher face à les Interis. Donc, je pense qu'avec l'émergence des jeunes, là, ça va beaucoup plus accentuer la concurrence. La concurrence va être rude, va être féroce. Moi, je ne m'inquiète pas tellement pour les gros, mais quand même, vous allez mettre en tête quand même, vous n'êtes pas seul. Si vous ne faites pas l'affaire, quelqu'un rentrera, il va faire l'affaire. Mais c'est ça quand même. C'est justement. Alors, vous voyez des jeunes comme Rooney, Bardi ou encore Drew ou d'autres jeunes bousculer la hiérarchie très rapidement, où il faut leur donner du temps pour se faire leur place. Je crois qu'il ne faudrait pas griller les étapes, mais Flix là tient un bon repère du fait qu'il peut se rabattre sur les viviers du Barça, c'est-à-dire la Masia.
Là, ça lui permet de puiser dans l'effectif de la Masia pour soit doubler ses postes ou bien les tripler, comme on l'a dit, où les Barcelonais ont souffert contre les clubs, contre l'Inter. Déjà, avec les blessures sur une longue saison, ils peuvent avoir, s'ils doublent les postes avec les joueurs qui ont l'ADN du club, je crois encore il faut s'attendre à un FC Barcelone brillant. Alors, la question fétiche à laquelle Flick aurait aimé répondre, tout récemment on a entendu Laporta dire que il s'est presque certain qu'il n'y aurait plus de recrutement. Il y aura des sorties, mais les rentrées, c'est pas sûr. Vous pensez que l'effectif que vous avez vu là, on est d'accord que l'adversaire n'est pas de taille, que cet effectif peut tenir la route pour une saison longue qui arrive? Bah bien sûr, il a joué avec le même effectif la saison dernière. Moi, je trouve que déjà, il y a une complémentarité. Il y a des arrivées, il y a deux ou trois arrivées. Il y a des jeunes qui sont aussi montés. En fait, Hansi Flick, c'est un entraîneur très averti sur des situations. On l'a vu, la manière il a abordé cette saison dernière avec beaucoup plus de tactique, avec le changement. Parfois même, il a été un peu réticent. D'aucuns disent qu'il utilisait même Lamine Yamal d'autant plus dans les différentes rencontres comparativement à son âge. Mais il était vraiment tactique, en tout cas quand il est dans sa case technique. Moi, je trouve que l'effectif qui est là, c'est un effectif très bis, c'est un effectif très mix également, bon à malin, qui peut vraiment affronter une nouvelle saison. C'est vrai, les nouveaux qui viennent d'atterrir, ce sont des joueurs aussi qui ont beaucoup appris sur le foot européen, mais qui connaissent peu dans le championnat espagnol. Certes, ils vont essayer de tourner l'effectif et essayer de voir quel profit de jeu serait profitable également face à n'importe quelle situation. C'est vrai, on ne peut pas dire qu'il n'a pas les arguments ou l'effectif étoffé pour jouer la Liga. Le problème de Hansi Flick maintenant, c'est la Ligue des Champions. On sait qu'il était à deux doigts, je veux dire à 2 minutes de la finale de la Ligue des Champions qu'il a raté. Et la hargne maintenant, c'est cette nouvelle saison. C'est l'objectif principal de la saison. C'est l'objectif principal. Donc, tous ces arrivées-là, je crois que c'est de faire mixer, mettre ces occasions-là à profit pour vraiment... Mais l'effectif, moi, je trouve que ce sont des jeunes, une nouvelle génération qui ont fait 2 ans, 3 ans, ils sont ensemble, donc la mayonnaise est en train de bien prendre et l'adrénaline va vraiment monter en puissance. On va aller voir dans cette nouvelle saison. Alors, en une phrase ou deux, vous serez le dernier à intervenir aujourd'hui. Vous voyez Bardi et Dro rester en équipe première ou vous le voyez retourner avec l'équipe B? Non, moi je les vois quand même rester en équipe première parce que voilà, la saison... Ils ont prouvé leur valeur. Ils ont prouvé leur valeur, la saison est longue, donc il y aura forcément des blessés, il y aura forcément des matchs où il va essayer de faire des rotations, donc... je le vois rester en équipe première. Alors, merci à tous, merci à toutes de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro de Tour d'Europe. Le mercato continue de bouger, les grandes équipes préparent leur saison et le football féminin montre qu'il prend une place centrale dans l'agenda européen. Rendez-vous demain pour d'autres programmes de sport avec Kavi TV. Juste après nous, vous aurez Barama Warati Soumouni avec notre chroniqueur vedette Alia Bondi Conté. Il y a Passi qui veut placer un mot. Oui, très rapidement. Non, on nous suit depuis comme ça la cité. Notre papa Gawara nous suit et remercie et salue toute l'équipe. Alors, Papa Gawara et à tous les auditeurs du côté de Kamsar, merci de nous avoir suivis. Yulde, merci de nous avoir accompagnés. Mané, merci. Sûrement, on se reprend demain, c'est ça? Merci, oui, Inch'Allah. Alors, merci à vous qui nous avez suivis. On se reprend à partir de demain, 8h, et restez fidèles sur les programmes de Kavi TV.